Elle vit dans le plus grand palais d'Europe. Elle porte des robes brodées d'or, elle mange dans de la vaisselle en argent. Et pourtant, elle meurt à 28 ans. Dans les couloirs dorés du château, le plus luxueux de France, les femmes meurent jeunes, très jeunes, 35 ans en moyenne, moins longtemps qu'une paysanne bretonne. Comment est-ce possible? Le maquillage qu'elles appliquent chaque matin les empoisonne lentement. Les robes qu'elles portent pèsent 20 kilos et les épuisent. Les corsets qu'elles cernent pour être belles leur écrasent les organes. Les médecins qui les soignent les tuent avec des saignées barbares. Et le pire, elles le savent. Elles ont écrit des lettres déchirantes où elles avouent tout. Mais elles n'ont pas le choix. Parce qu'à la cour, refuser de suivre les règles, c'est mourir socialement. Alors elles choisissent de mourir physiquement. Pendant 300 ans, cette vérité a été cachée. Aujourd'hui, les archives parlent. Enfin, dites-moi en commentaire d'où vous regardez cette vidéo et si vous connaissiez cette face sombre de la cour de France. Et abonnez-vous maintenant, parce que chaque semaine, je vous révèle des vérités de l'histoire de France qu'on a voulu vous cacher. L'histoire commence maintenant. Février 1683. Dans une chambre aux tapisseries d'or, une femme agonise. Elle a 44 ans, mais son corps est celui d'une vieillarde. Ses mains tremblent, sa respiration est courte, sifflante. Autour d'elle, 12 médecins s'affairent en silence. Ils portent leurs robes noires, leurs perruques poudrées. Ils murmurent entre eux des diagnostics savants, mais au fond, ils savent déjà qu'elle va mourir. Cette femme s'appelle Marie-Thérèse d'Autriche. Elle est la reine de France, l'épouse de Louis XIV, le roi le plus puissant d'Europe. Elle vit dans le palais le plus somptueux du monde. Elle possède des robes brodées de diamants, des bijoux venus d'Inde et de Perse, des appartements décorés par les plus grands artistes du royaume. Elle a tout ce qu'une femme peut désirer. Et pourtant, elle meurt. Son médecin personnel, un homme nommé Fagon, note dans son registre les symptômes qu'elle présente depuis des semaines. Fièvre persistante, ulcères au bras qui ne guérissent pas, faiblesse généralisée, douleur dans les articulations. Il écrit tout cela avec minutie, comme s'il cherchait à comprendre. Mais il ne comprend pas, ou peut-être qu'il ne veut pas comprendre, parce que la vérité est trop dérangeante. Marie-Thérèse n'est pas morte de maladie, elle est morte d'avoir vécu à Versailles. Son corps a été détruit, lentement, jour après jour, par le luxe lui-même, par les cosmétiques qu'elle appliquait sur son visage, par les robes qu'elle portait, par l'air qu'elle respirait, par les médecins qui prétendaient la soigner. Quelques jours avant sa mort, elle a écrit une lettre à sa tante, restée en Autriche, une lettre qu'elle n'a jamais pu terminer. Dans cette lettre, elle confie quelque chose de terrible. Elle écrit « Je vis dans le plus beau des palais, et pourtant, je me sens mourir chaque jour un peu plus. » Ces mots résument tout. Versailles est magnifique. Versailles est grandiose. Versailles est le symbole de la puissance française. Mais Versailles est aussi un piège, un cercueil doré, un lieu où les femmes meurent comme jeunes, malgré tout le luxe qui les entoure. Quand on pense à Versailles aujourd'hui, on imagine les jardins dessinés par le nôtre, les fontaines qui dansent, les miroirs qui reflètent la lumière, les fêtes somptueuses, les robes de soie, les perruques poudrées, l'élégance, la beauté, la splendeur. Mais personne ne parle de ce qui se cachait derrière cette splendeur. Personne ne raconte que dans ces couloirs dorés, l'eau gelait dans les verres pendant les repas, que les femmes grelottaient sous leurs robes de soie, que l'odeur était parfois si insupportable qu'on devait masquer les couloirs avec des parfums lourds et toxiques. Versailles n'avait pas de système de chauffage efficace. Les cheminées ne suffisaient pas à réchauffer les immenses pièces au plafond de 6 mètres de haut. En hiver, le froid était glacial. La princesse Palatine, belle-sœur du roi, a laissé des lettres où elle décrit cette réalité. Elle écrit en 1690 « L'eau gèle dans nos verres pendant les repas. Nous grelottons sous nos robes de soie.
Les femmes portaient jusqu'à 5 jupons superposés pour tenter de se protéger du froid, mais l'étiquette de la cour exigeait qu'elles gardent les épaules découvertes, toujours, peu importe la température, peu importe qu'elles soient quelconque malades. L'étiquette n'avait pas de pitié. Résultat, des pneumonies à répétition, des bronchites chroniques, des infections pulmonaires qui ne guérissaient jamais complètement. Le froid tuait lentement, hiver après hiver. Mais ce n'est pas tout. Versailles n'avait presque pas de salle de bain. Les femmes de la haute noblesse ne se lavaient pas à l'eau. Elles utilisaient des linges parfumés qu'elles passaient sur leur peau. Elles changeaient de linge, elles se parfumaient abondamment, mais elles ne se lavaient pas vraiment. Les latrines étaient quasi inexistantes. Il y en avait quelques-unes, cachées dans des recoins, mais pas assez pour les milliers de personnes qui vivaient au palais. Alors les gens faisaient leurs besoins, où ils pouvaient, dans les couloirs, derrière les tentures, dans les escaliers. Saint-Simon, un noble qui a vécu à Versailles pendant des décennies, a écrit dans ses mémoires quelque chose de glaçant. Il raconte « L'odeur à la cour est parfois si insupportable qu'on marche sur des excréments cachés derrière les tentures. Vous imaginez, le plus beau palais d'Europe, et on y marche dans les excréments. Pour masquer ces odeurs, on brûlait des milliers de bougies en permanence. Des bougies parfumées, des encens, des huiles aromatiques. Mais ces fumées étaient toxiques. Elles irritaient les poumons. Elles asphyxiaient lentement. Et comme il n'y avait pas de ventilation, l'air devenait irrespirable. Les femmes respiraient cet air, empoisonné jour et nuit. Elles développaient des maladies respiratoires chroniques. Elles toussaient, elles s'épuisaient, elles mouraient. Mais le pire, ce n'était pas le froid, ce n'était pas l'absence d'hygiène, ce n'était pas l'air empoisonné. Le pire, c'était le maquillage. À Versailles, une femme devait être belle, toujours. Une beauté précise, codifiée, imposée par la mode et par l'étiquette. Et cette beauté exigeait une peau blanche, pas simplement claire, blanche, d'une blancheur de porcelaine, d'une blancheur qui n'existe pas dans la nature. Pour obtenir cette blancheur, les femmes utilisaient un produit appelé la céruse, un mélange de blanc de plomb et de vinaigre. Elles l'appliquaient chaque matin sur leur visage, leur cou, leurs épaules, une couche épaisse, lisse, parfaite. Elles savaient que ce produit était dangereux. Les médecins le savaient aussi. Tout le monde le savait. En 1720, un docteur nommé Helvétius a publié un rapport médical sur les effets de la céruse. Il écrit « J'ai vu des femmes de la cour perdre leurs dents à 25 ans, voir leur peau se craqueler et pourrir, souffrir de tremblements et de paralysie. Toutes utilisaient la céruse quotidiennement. La céruse provoque un empoisonnement au plomb. On appelle cela le saturnisme. Les symptômes sont terribles. D'abord, les cheveux tombent, puis les dents. La peau devient grise, puis se craquelle. Des ulcères apparaissent. Les mains tremblent. Le corps se paralyse progressivement. Les convulsions commencent. Et ensuite, c'est la mort. Mais voici le cercle vicieux. Plus la peau se dégradait à cause du plomb, plus les femmes mettaient de maquillage pour cacher les dégâts. Plus elles en mettaient, plus vite elles mouraient. Elles le savaient, leur mère le leur avait dit, leur sœur le leur avait montré en mourant jeune. Mais elles n'avaient pas le choix. Parce qu'à Versailles, refuser de porter le maquillage, c'était refuser d'être belle. Et refuser d'être belle, c'était refuser d'exister socialement. C'était être banni, moqué, rejeté. Une femme sans beauté n'avait pas sa place à la cour. Alors elle choisissait mourir jeune ou mourir socialement. Et elle choisissait toujours la même chose. À Versailles, une femme de la haute noblesse avait une fonction. Une seule, enfanter, donner des héritiers, perpétuer la lignée. C'était son rôle, sa raison d'être. Et ce rôle la tuait. Prenons l'exemple de Louise de La Vallière, favorite de Louis XIV pendant 7 ans. Belle, cultivée, aimée du roi. Entre 1660 et 1667, elle tombe enceinte 6 fois, 6 grossesses en 7 ans,
4 de ses enfants meurent en bas âge. À 25 ans, son corps est épuisé, usé, détruit. Elle écrit à une amie « Mon corps n'est plus qu'une ruine. Je ne me reconnais plus dans le miroir. » Certaines femmes tombaient enceintes 15 fois, 20 fois. Leur corps n'avait jamais le temps de se remettre. Une grossesse, un accouchement, quelques mois de repos et une nouvelle grossesse recommençait. Les archives médicales de l'époque révèlent quelque chose de terrible. Le taux de mortalité lors des accouchements à Versailles était de 30 à 40%. Presque une femme sur 3 mourait en donnant naissance. Pourquoi un taux si élevé ? Parce que les accouchements à la cour étaient des cérémonies publiques. L'étiquette exigeait que les naissances royales se déroulent devant témoins. Des dizaines de personnes entraient dans la chambre, des nobles, des médecins, des courtisans. Tous voulaient voir, tous voulaient être présents pour attester que l'enfant était bien légitime. La femme accouchait devant cette foule, sans intimité, sans pudeur, sans réconfort, et surtout sans anesthésie. L'anesthésie n'existait pas encore. La douleur était totale, insupportable. Les femmes hurlaient pendant des heures, parfois pendant des jours entiers. Les médecins intervenaient avec des méthodes barbares. Ils pratiquaient des saignées pour calmer les humeurs. Ils donnaient des purges violentes pour nettoyer le corps. Ils utilisaient des instruments de fer pour tenter d'extraire l'enfant si l'accouchement se compliquait. Madame de Sévigné, une femme qui a laissé des centaines de lettres décrivant la vie à la cour, écrit en 1670 quelque chose de glaçant. Elle raconte « Madame de Montespan vient d'accoucher pour la 7e fois. Elle a 30 ans et le visage d'une femme de 50. On murmure qu'elle ne survivra pas à la prochaine grossesse. Madame de Montespan a survécu, mais elle n'a jamais retrouvé sa santé. Son corps était brisé. Et ensuite venait la fièvre puerpérale, une infection qui se développait après l'accouchement. Les médecins ne comprenaient pas pourquoi elle apparaissait. Ils ne savaient pas que c'était à cause du manque d'hygiène, à cause de leurs mains sales, à cause de leurs instruments non stérilisés. La fièvre commençait quelques jours après la naissance. D'abord une légère chaleur, puis des frissons, puis une fièvre brûlante. Le corps se mettait à trembler. La femme délirait. Et en moins de quelques jours, elle mourait. Rien ne pouvait l'arrêter. Mais les grossesses n'étaient pas le seul danger. La mode elle-même était mortelle. Pour avoir la taille fine exigée par la beauté de l'époque, les femmes portaient des corsets. Pas des corsets légers, des corsets lacés si serrés qu'ils déformaient les côtes et comprimaient les organes internes. Ces corsets étaient fabriqués avec des baleines rigides, du métal parfois. Les femmes les enfilaient le matin et ne les retiraient que le soir. Pendant 15 heures, leur corps était emprisonné, écrasé. Les conséquences médicales étaient terrifiantes. Les côtes se déformaient, le foie se déplaçait. Les poumons ne pouvaient plus se déployer complètement. Les femmes avaient du mal à respirer. Elles s'évanouissaient régulièrement. Elles développaient des douleurs chroniques. Et quand elle tombait enceinte, avec un corset trop serré, elle faisait des fausses couches. Le bébé n'avait pas assez de place pour grandir. Il mourait avant de naître. Un chirurgien célèbre de l'époque, Ambroise Paré, a écrit quelque chose de terrible. Il raconte « J'ai ouvert le corps de plusieurs dames de qualité et j'ai trouvé leurs côtes enfoncées dans le foie. Comment s'étonner qu'elles ne vivent pas longtemps ?» Et puis il y avait les robes. Les robes de cour pesaient parfois jusqu'à 20 kg. 20 kg de tissu, de broderie d'or, de pierres précieuses, cousues sur le vêtement. Porter ce poids pendant des heures, lors des cérémonies qui duraient toute la journée, épuisait le corps. Les femmes avaient mal au dos, aux épaules, aux jambes. Elles rentraient chez elles le soir, brisées de fatigue. Mais elles n'avaient pas le choix. L'étiquette imposait ces robes. Une femme qui apparaissait à la cour dans une robe trop simple était moquée, humiliée, exclue. Alors elles portaient leurs 20 kilos et leur corps s'effondrait lentement.
1712. Marie-Anne de Bavière a 29 ans. Elle est la dauphine de France, future reine. Elle est en parfaite santé, belle, pleine de vie, adorée par son mari. Et puis un matin, elle tombe malade, une simple fièvre, rien de grave. Les médecins de Louis XIV accourent immédiatement. Ils entrent dans sa chambre, ils examinent son pouls, ils observent sa langue. Ils hochent la tête d'un air savant et ils décident du traitement. D'abord, les saignées. On lui retire du sang, beaucoup de sang. Selon la théorie médicale de l'époque, le sang contient les humeurs mauvaises qui provoquent la maladie. Pour guérir, il faut donc retirer ce sang. Le premier jour, on lui retire 1 litre. Le deuxième jour, encore 1 litre. Le troisième jour, on continue. En 3 jours, elle perd près de 2 litres de sang. Son visage devient blanc comme de la craie. Elle n'a plus de force. Elle peut à peine parler. Mais les médecins ne s'arrêtent pas là. Ils lui donnent des émétiques, des produits violents qui la font vomir pendant des heures. Ils pensent que vomir purifie le corps, qu'il faut expulser le mal. Ensuite viennent les purges, des médicaments brutaux qui provoquent des diarrhées terribles. Son corps se vide. Elle ne garde rien, ni nourriture, ni eau. Son organisme s'affaiblit de minute en minute. Et pour finir, on applique des ventouses brûlantes sur sa peau, des récipients chauffés qu'on pose sur son dos, sa poitrine. La chaleur crée une succion, des cloques apparaissent. La peau brûle. Marie-Anne de Bavière meurt au bout de 6 jours. 6 jours de traitement, 6 jours de torture médicale. Après sa mort, une autopsie est réalisée. Mais les résultats sont cachés, classés secrets. Personne ne doit savoir. Pendant des décennies, ces documents restent enfermés dans les archives royales. Quand des historiens les découvrent enfin, au XXe siècle, ils révèlent quelque chose d'effrayant. Marie-Anne de Bavière ne souffrait que d'une simple grippe, une infection bénigne. Avec du repos et de l'eau, elle aurait probablement guéri en quelques jours. Ce sont les soins qui l'ont tuée, les saignées qui ont vidé son corps de son sang, les vomissements et les diarrhées qui l'ont déshydratée, les ventouses qui ont brûlé sa peau. Les médecins l'ont assassinée en prétendant la soigner. Saint-Simon écrit dans ses mémoires une phrase terrible. Il dit « Les médecins du roi ont plus tué de gens à la cour que toutes les épidémies réunies. » Il a raison, parce que ces médecins ne comprenaient rien à la médecine moderne. Ils ne savaient pas que le sang est essentiel à la vie. Ils ne savaient pas que déshydrater un corps malade le tue. Ils ne savaient pas que leur traitement était des tortures. Mais ils étaient convaincus d'avoir raison. Ils étaient les médecins du roi, les plus savants de France, les plus respectés. Personne ne pouvait remettre en question leur décision. Alors ils continuaient, saignée après saignée, purge après purge, et les femmes mouraient. Mais il y avait pire encore que l'incompétence médicale. Il y avait le poison, le vrai poison, celui qu'on versait volontairement. Entre 1670 et 1682, Versailles est devenu le théâtre d'une série d'empoisonnements systématiques. Des dizaines de femmes de la noblesse meurent mystérieusement, toujours les mêmes symptômes, des douleurs abdominales violentes, des vomissements, des convulsions et la mort. Au début, personne ne comprend. On parle de maladie, de malédiction. Mais Louis XIV finit par ordonner une enquête. Et ce qu'elle révèle est terrifiant. Une femme nommée Catherine d'Échailles, surnommée la Voisin, fournit de l'arsenic et de la belladone aux dames de la cour. Elle fabrique des poudres, des potions, des filtres. Elle les vend discrètement, à des prix exorbitants. Qui achète ces poisons? Des épouses qui veulent se débarrasser de leur mari, des maîtresses qui veulent éliminer des rivales, des héritières qui veulent accélérer un héritage, des favorites qui veulent garder leur pouvoir. Pendant 12 ans, le poison circule librement à Versailles. On l'ajoute dans le vin, dans la nourriture, dans les parfums. Les femmes tuent et se font tuer. Quand la Voisin est finalement arrêtée et jugée, elle fait des aveux terrifiants. Avant d'être brûlée vive en place publique,
Elle déclare « J'ai vendu la mort à plus de 100 femmes de qualité. Elles tuaient et se faisaient tuer. Versailles est un nid de serpents. 100 femmes, 100 clientes, 100 empoisonneuses. » Les procès révèlent que même certaines favorites du roi étaient impliquées. On murmure que Madame de Montespan elle-même a utilisé des poisons pour éliminer des rivales, pour garder l'amour du roi. Rien n'est jamais prouvé, mais les soupçons restent. Louis XIV ordonne que les archives de l'affaire soient brûlées. Il veut effacer cette honte, faire disparaître ces révélations, mais des copies survivent et elles racontent l'horreur. À Versailles, les femmes ne mouraient pas seulement du froid, du maquillage, des grossesses ou des médecins. Elles mouraient aussi empoisonnées par d'autres femmes. Parce que à la cour, la compétition était féroce. Une place perdue, c'était une vie détruite. Alors on tuait pour survivre. Et au milieu de tout cela, les femmes savaient. Elles comprenaient le piège. Elles voyaient leurs sœurs, leurs mères, leurs amis mourir jeunes. Elles lisaient les lettres déchirantes. Elles entendaient les dernières paroles. Et pourtant, elles restaient. Elles savaient. C'est peut-être le plus terrible dans cette histoire. Les femmes de Versailles savaient exactement ce qu'elles faisaient. Elles savaient que le maquillage les empoisonnait, que les corsets les étouffaient, que les grossesses les épuisaient, que les médecins les tuaient. Les lettres le prouvent. La princesse Palatine, belle-sœur de Louis XIV, a laissé une correspondance immense, des centaines de lettres écrites sur plusieurs décennies. Elle y raconte tout, sans filtre, sans mensonge, et dans une lettre datée de 1700, elle écrit quelque chose de bouleversant. Elle dit « Nous savons que le maquillage nous empoisonne, que les corsets nous étouffent, que les grossesses nous épuisent. Mais refuser, c'est être banni. Être banni, c'est mourir socialement. Alors nous choisissons de mourir physiquement. » Lisez ces mots encore une fois. Alors nous choisissons de mourir physiquement. C'est un choix conscient, un choix impossible parce que à Versailles, une femme n'existait que par sa position sociale. Sans cette position, elle n'était rien. Elle perdait son rang, ses privilèges, son pouvoir, son identité même. Une femme bannie de la cour ne pouvait plus assister aux cérémonies. Elle ne pouvait plus participer aux fêtes. Elle ne pouvait plus approcher le roi. Elle devenait invisible, oubliée, moquée dans son dos. Pour une noble de haut rang, c'était une mort sociale, pire qu'une vraie mort, parce qu'une vraie mort laisse au moins un souvenir, une tombe, un héritage, mais une mort sociale efface tout, on devient un fantôme vivant. Alors les femmes faisaient le calcul, mourir jeunes en gardant leur beauté, leur rang, leur dignité, ou vivre plus longtemps dans l'humiliation et l'oubli. Et presque toutes choisissaient la première option. Prenons l'exemple de Marie-Adélaïde de Savoie, duchesse de Bourgogne, petite-fille de Victor Amédée II de Savoie, mariée au petit-fils de Louis XIV. Elle arrive à Versailles à 11 ans, belle, vive, intelligente. Tout le monde l'adore, elle grandit à la cour, elle apprend les règles, l'étiquette, la mode, elle porte les robes lourdes, elle met le maquillage blanc, elle serre ses corsets, elle sourit lors des cérémonies interminables. À 20 ans, elle tombe enceinte. Première grossesse difficile, deuxième grossesse encore plus difficile, troisième grossesse catastrophique. Son corps s'affaiblit, elle tousse constamment, elle a des fièvres récurrentes, les médecins la saignent régulièrement. À 26 ans, elle écrit une lettre à une amie d'enfance, restée en Savoie. Une lettre déchirante. Elle dit « Je ne reverrai pas le printemps. Mon corps se consume dans ce palais doré. Si j'avais su, j'aurais préféré vivre dans une chaumière et voir mes enfants grandir. » 2 jours plus tard, elle est morte. 26 ans. Une vie entière devant elle, des enfants en bas âge, un mari qui l'aimait, et elle meurt parce que Versailles l'a détruite. Mais voici la question la plus troublante. Aurait-elle pu partir ? Aurait-elle pu quitter la cour, renoncer à son rang, vivre ailleurs, vivre autrement,
Théoriquement, oui. Techniquement, rien ne l'en empêchait. Mais en réalité, c'était impossible, parce qu'elle avait été élevée pour être à Versailles. Toute son éducation, toute son identité, tout son sens de soi était lié à ce lieu, à cette fonction, à ce rôle. Partir, c'était trahir. Trahir sa famille, trahir son rang, trahir ce pourquoi elle était née. Alors, elle est restée, comme toutes les autres. Et c'est là que réside le vrai drame. Ces femmes n'étaient pas des victimes passives, elles n'étaient pas ignorantes, elles savaient exactement ce qui leur arrivait. Elles voyaient leurs amis mourir, elles lisaient les rapports médicaux, elles entendaient les avertissements, mais elles continuaient quand même, parce que le système était plus fort qu'elles. Parce que refuser le système, c'était se détruire d'une autre manière. Parce qu'elles n'avaient pas vraiment le choix. On pourrait les juger, dire qu'elles auraient dû se rebeller, partir, refuser, choisir la vie plutôt que le rang. Mais comment juger quelqu'un qui vit dans une cage dorée? Comment condamner quelqu'un dont toute l'existence a été construite autour d'un seul objectif, plaire, paraître, perpétuer? Ces femmes étaient prisonnières, pas d'un château, pas d'un roi, mais d'un système social qui les étouffait aussi sûrement que leur corset. Et le plus terrible, c'est que ce système était accepté par tous, par les hommes qui profitaient de leur beauté, par les médecins qui prétendaient les soigner, par les autres femmes qui perpétuaient les mêmes règles, par la société entière qui admirait Versailles comme le sommet de la civilisation. Personne ne se posait de questions, personne ne comptait les morts, personne ne se demandait pourquoi les femmes disparaissaient si jeunes. On disait simplement que les femmes étaient fragiles, que c'était leur nature, que Dieu les avait créées ainsi. Mais ce n'était pas Dieu, ce n'était pas la nature, c'était Versailles. Et pendant 3 siècles, cette vérité a été cachée, enfouie, oubliée, parce que admettre cette vérité, c'était remettre en question le symbole même de la grandeur française. Alors, on a préféré se taire. Il est temps maintenant de regarder les chiffres, parce que les chiffres ne mentent pas. Les chiffres révèlent la vérité que personne ne voulait voir. Entre 1682 et 1789, des historiens ont analysé les registres de décès de Versailles. Ils ont étudié 100 femmes de la haute et sa haute noblesse, 100 femmes qui vivaient au palais, qui portaient les plus belles robes, qui mangeaient dans les plus beaux plats, qui possédaient tout ce que l'argent pouvait acheter. Voici ce qu'ils ont découvert. 42 de ces femmes sont mortes avant 35 ans, presque la moitié. 28 sont mortes entre 35 et 45 ans. Seulement 30 ont atteint 50 ans et seulement 5 ont dépassé 60 ans. L'espérance de vie moyenne d'une femme noble à Versailles était de 35 ans. 35 ans. Maintenant, comparons avec les paysannes de la même époque. Les femmes qui vivaient dans des chaumières, qui travaillaient la terre, qui n'avaient ni or, ni soie, ni palais, leur espérance de vie moyenne était de 42 ans. Vous avez bien entendu, les paysannes vivaient plus longtemps que les nobles. Pourquoi ? Parce qu'elles ne portaient pas de maquillage au plomb, parce qu'elles ne serraient pas leur corset à se briser les côtes, parce qu'elles accouchaient assistées par des sages-femmes expérimentées, pas par des médecins savants, parce qu'elles vivaient dans des maisons modestes mais aérées, pas dans des palais glacés et empoisonnés. La pauvreté les protégeait, le luxe tuait. C'est un paradoxe terrible, un paradoxe que personne ne voulait reconnaître, parce que admettre cela, c'était admettre que Versailles, symbole de la grandeur française, était aussi un tombeau pour les femmes. Alors on a préféré se taire, classer les archives, oublier les lettres, effacer les témoignages. Mais ces témoignages existent encore, cachés dans les bibliothèques, enfermés dans les collections privées, écrits à l'encre pâlie sur du papier jauni, des lettres déchirantes, des dernières volontés, des confessions intimes. Ces femmes savaient qu'elles allaient
mourir. Et elles ont écrit, pour laisser une trace, pour dire la vérité, pour que quelqu'un, un jour, se souvienne. Marie-Adélaïde de Savoie a laissé cette phrase terrible. Si j'avais su, j'aurais préféré vivre dans une chaumière et voir mes enfants grandir. La princesse palatine a écrit « Nous choisissons de mourir physiquement ». Marie-Thérèse d'Autriche a confié « Je me sens mourir chaque jour un peu plus ». Ces mots résonnent encore aujourd'hui, 300 ans après leur mort, parce qu'ils disent que quelque chose d'universel, quelque chose qui dépasse Versailles, qui dépasse le XVIIe siècle. Ils parlent du prix de l'apparence, du coût de la beauté imposée, de la violence des normes sociales. Regardez autour de vous aujourd'hui. Combien de femmes sacrifient encore leur santé pour correspondre à une image? Combien s'affament pour être minces? Combien subissent des chirurgies dangereuses pour paraître jeunes? Combien s'injectent des produits toxiques dans le visage pour effacer les rides? Les corsets ont disparu, mais les normes de beauté sont toujours là, différentes, mais tout aussi violentes. Le maquillage au plomb n'existe plus, mais d'autres produits chimiques ont pris sa place, avec d'autres effets, d'autres dangers. Versailles n'est pas seulement une histoire du passé, c'est un avertissement, un miroir tendu à notre époque, parce que la question reste la même. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour correspondre à une image socialement valorisée? Quel prix sommes-nous prêts à payer? Les femmes de Versailles ont payé de leur vie, et pendant 3 siècles, personne n'a voulu le voir. Personne n'a voulu compter les morts. Personne n'a voulu remettre en question le système. Mais aujourd'hui, nous savons. Les archives ont été ouvertes. Les lettres ont été lues. Les chiffres ont été analysés. Et la vérité éclate enfin. À Versailles, les femmes ne mouraient pas malgré le luxe. Elles mouraient à cause de lui. Le luxe n'était pas la richesse. Le luxe était un système de contraintes sociales, un ensemble de règles rigides qui exigeaient des femmes qu'elles sacrifient à leur santé, leur bien-être, leur vie même, pour maintenir une apparence, un rang, un statut. Ces femmes étaient magnifiques, cultivées, intelligentes. Elles auraient pu vivre longtemps, voir leurs enfants grandir, vieillir avec dignité. Mais Versailles les a broyées. Et ce qui rend cette histoire encore plus tragique, c'est qu'elles le savaient. Elles ont écrit, elles ont témoigné, elles ont laissé des traces pour que nous nous souvenions. 300 ans plus tard, nous les écoutons enfin. Aujourd'hui, quand vous visiterez Versailles, vous verrez les dorures, les miroirs, les jardins, la splendeur. Mais si vous tendez l'oreille dans les appartements silencieux, vous entendrez autre chose, l'écho de ces vies brisées, le murmure de ces femmes oubliées, le témoignage de celles qui ont vécu et sont mortes dans le plus beau palais du monde. Elles n'ont pas été tuées par la maladie, ni par le destin, ni par Dieu. Elles ont été tuées par un système qui valorisait l'apparence plus que la vie, la beauté plus que la santé, le rang plus que l'humanité. Et pendant 300 ans, personne n'a voulu le voir. Maintenant, vous savez.